Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on analyse le design system des boutons pour étudier les props qui nous permettront de faire pas mal de déclinaisons. On en profitera pour réviser les interfaces de TypeScript en assignant une interface props à notre nouveau composant. On révisera aussi les switch cases qui nous permettent d'établir des variations de thème de façon simple et efficace. Enfin, on donnera vie à notre composant bouton en codant la première partie du design system de manière à pouvoir décliner sa taille mais aussi son thème. Ok, allez, ben c'est parti, on va attaquer donc le design system des boutons. Donc nous on va plutôt partir sur les boutons auto layout, sachant que on va juste prendre en compte le fait qu'ici il manque des vues quand même. Donc nous on va travailler un peu plus en profondeur que ce que propose ma maquette. Typiquement déjà on voit tout de suite qu'on va avoir, comme pour la typo, des notions de taille avec des valeurs de small, medium et large. On va également avoir des notions de style avec la possibilité d'avoir soit le background comme ça qui va être en primary, soit des versions plutôt outline, soit des versions disabled. On va aussi avoir des boutons qui comporteront une icône. Donc quand on regarde l'application, physiquement en fait on se rend vite compte qu'on va avoir besoin d'avoir ce type de bouton là et de faire des déclinaisons en termes de couleurs comme ça au niveau du style. On a également des boutons comme ça où on va avoir besoin d'avoir en fait une icône qui va devoir être soit à droite soit à gauche, donc ça pareil, ça n'apparaît pas dans le design system mais on va s'en préoccuper. On aura des boutons comme ça qui pourront à la fois, on les retrouve en bas par exemple ici, avoir le même style mais avec une couleur différente. Voilà, c'est des choses qu'on examine en fait en regardant un petit peu la maquette. Moi je sais parce que je l'utilise, donc je sais comment est-ce qu'on va utiliser les choses. Donc dans cette conception du design system, on va aller justement à l'essentiel pour faire ce qu'on a besoin au niveau de l'application de manière générale, et puis on viendra apporter des petites modifications par la suite, mais on va faire encore une fois 90% du boulot. Ok, donc pour commencer, on va passer sur VS Code. Donc ici dans Source, on a l'UI et le Design System avec la typographie. Donc là, on va déjà commencer par faire un dossier button dans lequel on va mettre du coup notre prochain script qui s'appellera également button.tsx. Donc là ici, on n'arrête pas une équipe qui gagne. On recommence avec l'interface props qu'on va définir. Ensuite, on va créer notre composant. Donc, on va exporter, pour commencer, export constant button, qui sera égal à des paramètres, propriétés plutôt, qui feront référence justement à l'interface props. Fonction fléchée, si on va aller chercher un return, comme d'habitude, dans lequel on aura un bouton, button. Ok, on va reprendre notre page d'index qui nous sert en fait de test ici en l'occurrence. Donc on verra par la suite qu'on pourra faire une page de design system pour avoir, tu sais, pour prendre un petit peu du coup toutes les variantes qui sont possibles, de les espacer proprement dans une page pour visuellement pouvoir apercevoir finalement tout ce qu'on a fait. On verra ça plutôt à la fin. On va plutôt recommencer à ce niveau-là, et là ici, on va commencer par invoquer button, donc button qu'il a trouvé ici dans les design systems directement, et on va le déclencher. Donc en faisant ça, en fait, alors je vais peut-être démarrer les serveurs, ouais, ça sera peut-être une bonne idée. Ici, je vais juste démarrer mon serveur dans le terminal, npm run dev. Alors pour la petite information, je crée des repositories à la fin de ce que je fais. Donc par exemple ici je suis reparti de zéro. Donc j'ai pas forcément poussé ma branche, mais je suis reparti de zéro. Donc à partir d'ici j'ai commité le travail que j'ai fait avant. Là je vais continuer, quand j'aurai terminé le bouton, je vais tout simplement ajouter, commiter, comme je t'ai montré dans les précédentes vidéos, en indiquant que j'ai ajouté le design system du bouton. Ça me permettra de garder un suivi, de voir un petit peu le code au fur et à mesure qu'il évolue par section. Donc ici ça sera l'ajout du design system des boutons, l'objectif justement de cette vidéo là. Alors, si je retourne du coup sur localhost, on va se mettre ici, j'ai bien l'affichage de mon bouton. Voilà, en gros mon composant a été linké, pas de problème. Au niveau de Figma, bon, on a dit qu'on avait une notion de size,
On aura une notion de variante, puisque du coup on va avoir une variation entre certains boutons, certains états. On va avoir une propriété d'icône, puisqu'à un moment donné il faudra qu'on transmette une icône, que ce soit là ou une icône sur le bouton. L'icône pourra également avoir un thème, parce que suivant le thème, on aura plutôt une icône qui sera secondaire, avec une couleur secondaire, une couleur primaire, une couleur blanche, une couleur gray, etc. Donc on aura en fait des variations à la fois sur le bouton, mais à la fois sur les icônes. Et donc pour les icônes, on aura aussi, puisqu'on va mettre des icônes, on pourra offrir la possibilité de mettre des icônes dans ce bouton-là, on aura la possibilité de le mettre soit par exemple à droite l'icône, soit par exemple à gauche. Donc on aura une propriété de position en fait de l'icône. On aura une notion de disable, parce qu'ici on travaille sur un bouton, donc il y a un moment donné, il va falloir qu'on donne une propriété de disable. Si on veut que le bouton soit désactivé, il va prendre un thème, mais il faudra aussi qu'on ne puisse plus le cliquer. Donc typiquement, on verra on pourra agir sur le style du curseur, on pourra agir sur la fonction qui est exécutée pour justement le rendre réellement disabled. Comme c'est un bouton, dans la même logique, il y aura également une notion de loading à un moment donné, parce qu'un bouton, quand tu l'actionnes, il se passe quelque chose en général. Donc des fois c'est un traitement rapide, il n'y a pas de loading, mais parfois c'est un appel d'API, donc tu attends un retour, donc le temps que l'information soit traitée, il faut se mettre en disable pour pas qu'on puisse cliquer 2 fois dessus, tu vois, c'est des bonnes pratiques à mettre en place, et notamment aussi l'affichage d'un petit loader. C'est exactement ce qu'on va faire ici dans ce design system. Et puis du coup, comme c'est un bouton, on sait d'avance qu'on va avoir une propriété child run pour justement pouvoir encapsuler le texte qui va être à l'intérieur, de la même manière qu'on l'a fait pour la typographie. D'accord, donc une fois que c'est dit, on va déjà pouvoir commencer à rentrer nos propriétés pour commencer à y voir plus clair. Alors déjà, on va avoir une propriété de size, on l'a dit, donc une size, donc on va essayer de reprendre globalement ce qu'on fait depuis le début dans l'application, donc on essaie de reprendre les mêmes noms pour que il y ait une logique en fait à conserver avec toujours, comme je le disais, des valeurs par default, donc pareil, on essaiera de garder un petit peu un sens pour que tout ça soit logique et propre. Donc size, valeur optionnelle avec small, medium, large, bon ça on a déjà traité, je pense que tu connais, c'est bon. On va avoir la notion de variante. Donc ici, je rappelle toujours que les informations que je traite sont à la fois en fonction de ce que j'imagine, donc je donne des noms qui reflètent ce qui me semble être logique, mais je m'aide aussi de la maquette, alors pour le coup c'est moi qui l'ai faite. Donc du coup, je suis capable, si tu veux, de te dire comment j'ai décidé d'appeler les choses, mais si tu utilises un design system, enfin une maquette d'un designer, évidemment, il faut respecter ce qui est marqué sur la maquette, parce que c'est ça qui va faire que justement tu vas aller vite. Si tu nommes des choses qui correspondent pas à la maquette, là c'est par contre c'est un petit strike, parce que du coup tu vas te retrouver à plus savoir comment on utilise tes propriétés. D'accord, faut que ça corresponde à la maquette. Donc on va avoir la notion de disabled. Ici on a dit qu'on aurait aussi la notion de l'icône, parce qu'en fait finalement ça va vraiment être une variante, c'est-à-dire que potentiellement si on indique que c'est une icône, on sait qu'on n'aura pas de texte, clairement. Ça sera ce type-là. Donc si c'est un type icône, on sait qu'on n'aura pas cet affichage-là, mais plutôt cet affichage ici. Donc ça appartient à la variante. Ensuite, on va avoir l'icône. Alors l'icône, on va voir qu'on peut passer des icônes, donc on va essayer de faire ça intelligemment, un petit peu comme on a fait avec le composant, le design system de la typographie, où on changeait, si tu veux, le nœud. On proposait la possibilité de le faire. Là, on va le faire aussi. Donc, le type, je voudrais m'arrêter sur ce type tout à l'heure. Donc, du coup, on va le mettre en any. C'est pas conseillé, mais any, en gros, ça signifie que on accepte tous les types. En gros, tu fais sauter la sécurité avec un truc comme ça. Donc, c'est pas une bonne pratique de le faire partout. Parfois, ça peut être utile. Donc, vraiment occasionnellement. Là, je le fais. C'est uniquement pour le laisser de côté le temps qu'on avance. Et on reviendra dessus parce qu'on va le typer celui-là, mais on va le typer d'une manière un peu différente. Donc ça vaut le coup qu'on s'arrête dessus, ça fera un petit exercice pratique. Donc on va avoir une propriété qui va s'appeler icône thème, donc toujours dans le thème de l'icône, c'est à partir du moment où on va passer l'icône, on sait qu'on va avoir besoin d'agir dessus parce qu'on va avoir des notions de couleur finalement, qu'il va falloir qu'on mette en place. Si on a un thème primary, on voudra une icône blanche, etc. etc. Donc en fonction du thème, il faudra qu'on change aussi celui-ci finalement. On a une petite donnée supplémentaire par rapport à la typographie ici, du fait qu'il y ait des icônes. Et puis on aura par exemple le gray. Encore, je rappelle que de toute façon, tout ça, c'est ce que je détermine
à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux maquettes à l'instant T, et puis après par la suite, de toute façon tout ça va évoluer au fur et à mesure du besoin. Donc après qu'on ait disposé de l'icône, du thème de l'icône, on va avoir la position, l'icône position. Du coup, l'icône position va nous permettre par exemple typiquement de pouvoir agir sur la notion de où est-ce qu'on veut notre icône dans le bouton, est-ce qu'on le veut plutôt à gauche, est-ce qu'on le veut plutôt à droite. Donc on va simplement voilà, donner des propriétés comme ça. On aura donc une notion disabled. Donc tout ça reste optionnel, hein. De toute façon, on va valider des informations. Au fur et à mesure, on va aussi valider des valeurs par default, etc. Bon, pour le coup, là, le disable, c'est simplement un booléen. Donc ça sera soit true, soit false. Donc dès lors qu'on dira qu'il est disabled, bah, il faudra que notre composant soit capable de réagir en fonction du thème, etc. Il fera un traitement de ça. On va voir la notion de isLoading. Alors moi, j'aime bien utiliser, si tu veux, des questions en fait dans ce genre de props ou de variables. Tu verras, je le fais vraiment souvent. Je trouve que c'est sympa en fait parce que isLoading c'est vraiment est-ce qu'on est en chargement, oui ou non. C'est plus facile à comprendre, je trouve, que loading par exemple. Typiquement, c'est pas ce qu'on fait avec ça. Ensuite, on a la propriété childRun qu'on connaît très bien, qui sera optionnelle ici parce que potentiellement on peut ne passer qu'une icône et l'icône ne passera pas en childRun parce que justement on a prévu de le passer en props. Donc forcément le childRun ça sera le texte, donc à un moment donné c'est probable que le bouton n'ait pas de childRun. Donc forcément ici ça sera une valeur optionnelle. Le type d'un childRun c'est un élément de React. Donc React Node. Ici de toute façon les types, il faut juste comprendre le principe. Le jour où tu as un problème avec un type, tu sais pas comment typer quelque chose parce que ça te paraît bizarre et tout ça, tu fais un coup de documentation, tu regardes, tu checks sur Google, etc. Tu auras l'information de comment le typer. Donc le problème de comment le typer, c'est pas très grave en fait. Au contraire, accroche-toi au bout d'un moment, quand tu vois que tu sais pas quel type tu dois utiliser, essaye de comprendre, essaye de rechercher, type-le correctement. Mais prends le temps de le faire, vraiment, c'est hyper important. Moi parfois, et encore maintenant, il y a des types, je sais pas du tout comment rentrer dedans, je mets any, et puis après je refactorise mon code, et quand je reviens, bah, je le cherche, je le trouve, et puis je le mets. Des fois j'oublie, ça arrive, mais bon, l'idée c'est d'en faire le maximum. Parfois ça peut être compliqué, j'en conviens tout à fait. Du coup, toutes ces propriétés, bah, on va les déclarer ici, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc on va reprendre déjà tous les éléments, on va faire un copier-coller, histoire de gagner un petit peu du temps. Donc ici, on va les rentrer à ce niveau-là. Donc on va reprendre chacun des, on va reprendre chacune des notions et on va essayer de voir. Donc au niveau de la size, on sait que on va plutôt partir sur un default de medium. Ici, on est juste en train d'associer une valeur par défaut pour certains des éléments. Parfois d'autres n'en auront pas besoin. La variante, typiquement ici, on va mettre ça sur accent. Donc ça sera en gros la couleur primaire. En fait, ça me permet vraiment de définir, si tu veux, que si je définis mon composant sans taille, sans variante, on a un style par défaut. Je rappelle. Ici, on aura l'icône, donc pour l'instant, voilà, on n'aura pas de valeur d'icône par défaut, en fait. Hein. Si on te demande une icône, ben, il va falloir que l'icône soit envoyée, tout simplement. Le thème de l'icône, là, par contre, on va rester dans le même thème ici. Donc ça sera accent. Ensuite, on a une icône position. Bah là, on va la définir à gauche. Quoique c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que dans l'application, les 3/4 du temps, j'ai mis l'icône à droite. Donc tu vois, il vaut peut-être mieux le mettre à droite. Disabled, loading, isLoading et childRun, il n'y a pas de valeur par défaut ici. D'accord. On va sauvegarder ça comme ça. Là ici on return un bouton, donc on va pas, si on pourrait peut-être, on pourrait peut-être commencer à le faire. Hein. On va commencer à faire le bouton, donc du coup ici on va se mettre, hop, comme ça. Attends, parce que là je suis indenté pas correctement. Voilà. Ici on va déclarer un simple button genre, comment dire, HTML. Donc le bouton il va comporter
du coup une information ici, ça sera un child run. On va commencer comme ça, puis on va refactoriser parce qu'il va y avoir des notions de loading et tout ça, le corps va changer. Mais pour l'instant, on va le faire à la cool, on va pas s'énerver, on va faire un truc simple et puis on va partir comme ça, déjà pour envoyer la base. Donc le bouton, c'est un type button. Alors pourquoi je mets ça? Parce que les boutons peuvent avoir plusieurs types, hein. Il peut y avoir des types submit, pour déclencher des formulaires par exemple, ça peut être un type bouton, ça peut être d'autres choses. Donc forcément ici, on le prend pas en compte dans la factorisation du design system, mais c'est quelque chose qui va être variabilisé. Donc typiquement ici, on sait que le type, ça sera quelque chose qu'il va falloir apporter à ce niveau-là, parce qu'on va devoir à un moment donné agir dessus, parce que le bouton, il va avoir plusieurs fonctionnalités dans notre application, ça c'est clair. Ensuite, après le type, comme d'habitude, on va retrouver un class name, donc le class name qui va vraiment nous permettre de pouvoir ajouter du style, et notamment, on l'a déjà vu plusieurs fois, du style dynamique. Donc ici, on va directement implémenter CLSX, ça on l'a vu aussi, qui nous permet justement de pouvoir mettre des classes dynamiquement avec des, pourquoi pas même des conditionnements, etc. Donc ça c'est plutôt cool à utiliser. Ici on va mettre une valeur par défaut, tu vois, par exemple. On va mettre ça pour l'instant, comme ça on se prend pas la tête avec ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver pour un bouton par exemple? On peut retrouver la notion de on-click. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on clique dessus? Donc typiquement ici, hop, je vais ouvrir ça. Au on-click, ben du coup on va nous console logger un truc, en tout cas le temps de faire les choses. Donc on va lancer, pardon, hop. On va lancer donc le console log. L'idée ici, c'est juste d'avoir une action qui soit définissable, mais de toute façon, le on-click aussi, c'est des choses qui vont évoluer avec le temps. Nous, on se concentre pas là-dessus parce qu'il n'y aura pas de logique sur notre design system. Il y aura une logique plus tard quand on l'utilisera dans un cas de figure précis. Là, pour l'instant, on fait toute la logique qui nous permet de changer son style, mais pas la logique de ce qui va se passer quand on va cliquer dessus. C'est ça que je veux dire, en fait. Et ensuite, on va avoir une notion de disable, ça on l'a vu, on le sait déjà. Donc ici, on peut déjà commencer par le paramétrer, en fait. Donc du coup, on va avoir une props. Bah voilà, si on a une props, si on reçoit la props, ça veut dire que ça devient true. Donc du coup, il va être en disabled. Si on la transmet pas, par exemple, bah ça sera false. Donc ici, on aura un disable false. Donc on aura un comportement de bouton normal, quoi, tout simplement. Ok. Donc là, on a notre bouton. On va sauvegarder ça pour l'instant. Donc ici, on n'a rien de vraiment nouveau. On peut simplement commencer peut-être par commencer à lui donner un texte, comme ça. Et puis on va tout de suite commencer un petit peu à travailler sur sur la variation de son thème, des petites choses un peu basiques, rentrer un petit peu dans les détails, parce que ici, évidemment, on va avoir du conditionnement, on va redevoir faire des switch cases, au niveau des variations de thème, mais aussi au niveau des variations de taille, etc., etc. Donc on le voit ici, on va avoir la notion de taille, ici, et la notion de thème, sachant que je t'ai expliqué au début qu'on va avoir des thèmes supplémentaires, on n'a pas tout sur la maquette, mais on va improviser un petit peu. Alors, ici on va partir sur la variation du thème. Donc grosso modo, on va rentrer toujours dans un switch case. Ici, ça va nous permettre, tu vois, d'étudier la variante. Alors, c'est des exercices qui sont sympas à redoubler, c'est-à-dire que là, on l'a fait en profondeur avec la typo. Là, on va le refaire en profondeur, mais on va forcément voir de nouvelles choses, mais on va surtout remettre en pratique des choses que t'as peut-être pas forcément assimilées. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant de le faire comme ça, parce que du coup, ça va commencer à rentrer, et à force de le faire, bah, ça sera de mieux en mieux. Donc ici, dans le cas où on a une propriété accent, au niveau de variante, ici, on va vouloir assimiler forcément un style à ça. Ici, on a dit que ça serait le style par défaut, donc on le définit ici en petit commentaire. Donc forcément, si on est dans accent, on va vouloir appliquer un style très précis finalement à notre variante style. Donc on l'avait déjà fait préalable, on le refait ici, toujours pareil. Let variant style, ça nous permet de définir en fait une variable qui va comprendre le style
particulier, parce qu'en fait on aura un style qui va coller à tout le monde, et aussi des styles par définition en fonction du nombre de propriétés qu'on a. On va également se retrouver avec le style de size, donc forcément la taille va aussi elle comprendre un style. Donc sur le même type en fait, hein, ça sera des chaînes de caractères tout simplement qui pour l'instant sont définies avec une chaîne de caractères vide. Alors après on l'a vu dans le projet, mais si tu veux on aura une taille de bouton, donc forcément on va se retrouver avec un besoin d'avoir en fait une taille d'icône également pour pouvoir gérer justement les tailles des icônes. Donc ici on va commencer à définir en fait IcoSize, ça sera notre valeur, notre variable, donc de type number par contre cette fois-ci, qu'on peut d'ailleurs tout de suite assigner à 0 en fait. Et ça sera la valeur qu'on utilisera pour définir la taille des icônes en fonction du besoin précisément. Pour l'instant, on va pas rentrer dedans, on la déclare ici parce que c'est, on le sait qu'on va rentrer là-dessus. Ok. Alors, on va sauvegarder ici. Donc on va utiliser par exemple la variante style qui était définie ici. Et on va lui dire que dans le cas où on est sur une propriété de style accent, dans ce cas-là, on va vouloir un thème par défaut. On peut faire ça, disons, pour tous les thèmes, c'est-à-dire qu'on va aussi retrouver le thème ici secondary. Donc secondary, je répète que c'est pas forcément visuel, hein. À ce niveau-là, on l'a pas forcément, on a le accent, le outline, le disabled, mais en fait, on le sait tout de suite, ici on va avoir du secondary à ce niveau-là, donc voilà, j'anticipe tout simplement sur des choses qu'on va avoir qui sont pas forcément indiquées dans le design system. Donc le cas du secondary qu'on a en fait défini ici, hein, moi je respecte finalement ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là, parce qu'on a déjà prévu. Donc on va avoir un style outline, on va avoir un style disabled. Hop, j'ai genre fait ça, ouais. Outline, disabled on a dit. Ah, par contre je suis bête, je suis en train de copier tout ça à chaque fois. Ça faut pas ça. Ok, on repart là-dessus. Alors le style disabled, c'est tout. Ouais, si après on va avoir le style de l'icône. Ouais, si on peut. On va avoir le style de l'icône. Et on va voir comment on le fait évoluer, parce que là, on aura besoin de le faire évoluer. Alors ensuite, on va avoir, pareil, on va faire un switch case. On prépare le terrain. Hein. On va avoir un switch case dans lequel on va évaluer plutôt la size, la taille, la propriété de taille. Pareil, on va avoir donc, là ici, on n'aura que 3 tailles finalement. Donc ici, sizeStyle sera égal à quelque chose quand on aura la propriété small, hein, d'accord. Pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans, on va le définir avec la maquette. On sait déjà qu'on a 3 types de taille, on a small, medium et large. Donc ça c'est en fonction de la maquette ici, design system, small, medium, large, d'accord, on se base là-dessus. Ok, alors ici on a vu qu'on avait les classes qu'on va associer, donc on peut déjà d'ores et déjà injecter les classes qui vont être générées depuis notre switch case directement à ce niveau-là. Donc on va avoir variant style et on va avoir IcoSize, qui de toute façon seront définis ici en fonction du comportement. Maintenant c'est à nous de définir en fait quel va être en gros le comportement d'un style en particulier en fonction de la valeur qui a été passée en propriété, d'accord, tout simplement. Donc ici si on regarde la maquette, par exemple pour un accent, on va retrouver finalement un background primary, on va retrouver, alors il y aura une notion de hover hein, qui n'apparaît pas ici, donc le fait de quand on survole le bouton, on va avoir donc un texte qui va être blanc. Donc là, je regarde en comparaison des autres, parce qu'ici, on est vraiment sur un thème qui va changer, c'est-à-dire que tout ce qui sera similaire, typiquement, je pense au Rounded, par exemple, ne devrait normalement être ajouté que en style générique, en style global, en fait, si tu préfères. Donc, quoique non, parce qu'on a un Rounded full ici.
Donc ici, on a une couleur primaire, on a un texte blanc, on a un rounded. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors si je fais inspecter. Oui, par contre, on a un padding, mais le padding, ça c'est ce qui va plutôt générer la taille. Donc ça, on le verra plutôt au niveau de la taille. C'est tout, c'est suffisant. Donc à ce niveau-là, on a dit qu'on avait déjà un background primary. Background primary. Après, on sait que on va avoir besoin de survoler le bouton, donc on peut déjà lui donner une classe de Tailwind. Donc avec Tailwind, ça s'écrit comme ça en fait, tu écris over 2 points si tu connais pas, et là tu te donnes la couleur qui va être déclenchée au over. Donc tu vois, c'est hyper simple à prendre en main à ce niveau-là. Donc pour nous, ça sera un primary. Moi j'ai choisi 400 parce qu'en fait le primaire, on a dit que c'était le 500. Le 400, c'est celui qui est juste en bas. Bon, je vais pas toujours rentrer dans ce genre de détails, mais c'est quand même pour te montrer qu'on fait pas n'importe quoi. Le primaire ici, c'est un background 500, et celui-là, ça sera celui-là, ça sera un background 400. C'est ce qu'on a défini dans notre fichier Tailwind config. Ok, je vais revenir peut-être sur la vue là-haut. Du coup, ça nous permet de définir en fait les nuances qu'il y aura au survol en même temps. Donc on a le hover, et puis on a dit qu'on avait un text white. Texte white, et donc fatalement un rounded. Alors, à voir si le rounded il est... Bon, peut-être qu'il faudra qu'on le configure pour qu'il fasse ce qu'on a besoin, parce que chez nous, c'est un peu particulier, je crois. Chez nous, c'est un border radius de 10, donc peut-être qu'on aura besoin d'agir sur ça au niveau de Tailwind config, parce que je pense pas que Tailwind, d'ailleurs on peut regarder, hein. On peut regarder, mais c'est presque sûr. La valeur de rounded chez Tailwind, c'est un border, voilà, c'est un border radius de 4 pixels. Donc forcément, nous on a un besoin de 10 pixels, donc il va y avoir, fatalement, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que nous, en mettant la classe rounded, on va obtenir 4 pixels, or nous on veut 10 pixels, donc peut-être que on va modifier cette valeur directement au niveau de la config, parce que en fait, on a un rounded par défaut dans notre application, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de partout, c'est-à-dire qu'ici, c'est 10 pixels, là on voit pas beaucoup, mais c'est blanc sur blanc, mais voilà, ici on voit un rounded, bah lui aussi, ça c'est 10 pixels, tu vois, on le voit ici, border radius 10 pixels. À chaque fois qu'on va avoir du rounded, ça va être du 10 pixels dans l'application, donc c'est vraiment le rounded de l'application. Donc plutôt que de faire un truc bizarre, on va associer la classe rounded à 10 pixels directement dans le fichier config. Donc on va voir ça juste après, pour l'instant on va le déclarer, mais on sait que c'est quelque chose qu'on va faire. Ensuite on a la variante secondary, donc la variante secondary finalement les seules choses qui vont changer, c'est qu'ici on va partir sur un texte primary 200, j'ai mon chat qui hurle, qu'est-ce que tu veux? Donc du coup ici on a un background primary 200, ici on va partir sur un over, donc on va partir sur un 300, on va découvrir qu'on a la possibilité de faire ça aussi. Donc ici on définit en fait la couleur de background primary 300, à la différence qu'ici on va lui demander une opacité. Donc ça c'est hyper intéressant à utiliser, c'est-à-dire que tu peux par exemple utiliser une opacité de 75, tu peux utiliser une opacité de 50, de 25, etc. Donc ça te permet, si tu veux, de jongler si t'as pas exactement la bonne couleur. Tu vois, tu crées un petit peu d'opacité si ta couleur elle est trop franche par exemple, pour la réduire un petit peu. Donc on va faire ça. Le texte sera primary, parce qu'ici on est dans un bouton secondaire. Le bouton secondaire ici, voilà, ici finalement c'est la même chose que lui, mais en comparaison c'est que voilà, on a un background un peu plus light avec un texte primary à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de réaliser. Ensuite, on va avoir le thème outline. Donc, thème outline, ça sera un background white. Ouais, on aura un over, mais alors là, qui sera plutôt... qui va tirer sur les gris. Donc pareil, je pense que là, il va falloir qu'on agisse un petit peu sur l'opacité. Donc, on va avoir un background gray. Là, on paramètre la couleur, en fait, en 400. À la différence, c'est qu'ici ça fera un peu trop franc, donc on va baisser un peu, parce que background, je crois que le Grey 400 c'est le max qu'on a dans l'application. Donc on va juste agir un petit peu comme ça. Ici, on va essayer de travailler avec les bordures, donc
dans Tailwind, une bordure, ça se déclare d'abord. Donc on peut déclarer border, ça veut dire qu'on aura une bordure de 1 pixel. On peut agir sur border 2, border 3, etc. Ça rend des bordures plus grandes, plus grosses, en tout cas plus larges. Et donc après, une fois qu'on a déclaré notre bordure, il va falloir déclarer la couleur. Donc border gray. Chez nous, ça sera un border gray 500. Là, je me réfère juste à la maquette, d'accord? Et un texte gray 900. Donc pareil ici, on aura le rounded à ce niveau-là. Ensuite, le disabled, ça sera un background gray 400. On aura également du coup une bordure, un border gray de 500. Le texte sera en gray 600. On aura un wounded. On peut déjà peut-être mettre le curseur parce qu'en fait ici on va avoir un curseur, c'est un curseur Notalowed qui permet au survol avoir un petit logo, comment dire, un petit logo interdit, de manière à ce que l'utilisateur, quand il cherche à cliquer dessus, déjà l'action soit bloquée parce qu'on l'a rendu disabled, etc. dans notre code, mais en plus de ça, visuellement, une variation de style, et on rajoute aussi un petit curseur de souris qui va changer à ce niveau-là. Donc ça c'est tout des classes de Tailwind, hein, c'est vraiment des choses basiques. La documentation est là pour t'aider, pour trouver les bonnes classes qui correspondent à ce que tu veux. C'est vraiment très simple à prendre en main, ça on le voit au fur et à mesure. Et puis après, au niveau des styles, en fait, simplement moi je me réfère à la maquette. Donc je me réfère à ça pour avoir les couleurs qui sont définies. On peut choisir comme ça, on peut sélectionner comme ça les éléments. Si on est dans Inspect à ce niveau-là dans Figma pour obtenir les paddings très précis, etc. pour pouvoir faire les choses. Donc moi je me réfère voilà uniquement à ça. L'icône, on va pas la traiter pour l'instant parce que ça va être un cas un peu plus complexe parce qu'en fonction de certaines choses, c'est-à-dire en fonction du thème de Accent ici, on va avoir besoin d'avoir des contournements différents. Donc on le verra par la suite. On va pas le traiter maintenant, on va le laisser pour l'instant comme ça. Nous, on va simplement se référer à ce qu'on a déjà fait pour voir un petit peu comment se comporte le bouton ici. Donc on a la possibilité d'en faire plusieurs par exemple. Donc je rappelle qu'ici, si on ne définit pas de variation, bah, on a de toute façon une variation par défaut donc qui va être primary. Donc si on définit par exemple ici variante avec, bah tiens on les a tous, donc on va faire par exemple secondary. Voir un peu comment ça se comporte tout ça. Voilà, je vais commencer à faire des copier-coller, on gagnera un peu du temps parce que là franchement. Donc ici, on peut avoir donc un nouveau thème, donc je rappelle que si tu te souviens plus de ce qu'il y a, tu peux survoler, comme ça c'est pratique justement parce qu'on l'a mis en place. Donc outline par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire le disable, on va faire le disabled. Voilà. Pour juste travailler un peu plus proprement, je vais juste créer une classe, mais ça c'est vraiment juste pour qu'on travaille ensemble et qu'on affiche des choses correctement. Donc je vais juste prendre l'entièreté de ce groupe-là et je vais juste... Pardon, je suis gouré. Je vais juste le mettre en fait dans cette div. On va faire un flex item center et on va mettre un petit gap de 4 histoire de... Voilà. On met en fait tous les boutons, même s'ils le sont déjà en inline, et on va utiliser donc item center pour centrer dans la hauteur tous ces éléments là, et on va utiliser un petit gap, ça va nous faire une petite marge entre tous les boutons, en gros, voilà, pour avoir ça. On peut même, à la limite, faire un padding Y de 10, histoire de s'écarter un peu du haut, et puis on peut faire même un padding général, en fait, simplement, pour s'écarter du bord. Voilà, c'est juste pour y voir un petit peu plus clair, voir ce qu'on fait. Donc effectivement, ici, à ce stade, on a un bouton. Donc si j'allume la console, ici quand je clique sur un bouton, j'ai bien un déclenchement du contrôle-clic à ce niveau-là. Ici, on voit bien que j'ai un style disabled, par contre on voit que je peux cliquer dessus, donc il n'est pas vraiment disabled au niveau du code. Donc si je prends par exemple ici
et que j'indique que cet élément est en disabled, donc typiquement tu as un formulaire qui te renvoie à un moment donné une information de loading, bah, par exemple typiquement tu dis ben disabled, si on est en loading tu le mets en disabled, et du coup le comportement du disabled ici c'est que tu peux plus rien faire, d'accord, le bouton est bloqué à ce niveau là, donc là on a vraiment bloqué le bouton, on est vraiment à la fois dans un thème de disable mais à la fois dans une fonctionnalité disable, d'accord, c'est pas le tout de le rendre disable dans le thème, il faut aussi qu'on puisse plus déclencher l'action, c'est le but aussi de ça. Donc là ici on a nos thèmes, d'accord, pour commencer. On n'a pas encore la gestion de la taille, donc on va peut-être commencer à travailler sur ça, pour justement avoir un petit peu plus d'espace, un peu plus de padding entre les éléments, pour déjà commencer à avoir quelque chose, quoi. Alors, dans notre application, on va retourner dans l'application, ici, au niveau du code. Donc, on va masquer ça pour l'instant, même si on fera qu'on retourne sur l'icône. Ici, par exemple, on va continuer en indiquant que ça, c'est le style par default. À ce niveau-là. Donc ici, on va avoir des informations déjà qui seront, comment dire, plutôt basées sur la forme, sur la taille du texte. Donc, si on reprend le design system ici, si on prend par exemple cet élément de texte, là ici on est en caption 3 et en medium. Donc là ça tombe bien parce qu'on a déjà paramétré ça dans notre application. Alors on va pas nécessairement utiliser le design system pour le titre, mais enfin le texte, mais on va utiliser en tout cas les classes de Tailwind puisqu'on les a déjà définies en ce sens. Donc ici, pareil, on va retrouver des captions de toutes les tailles. Donc déjà, en fait, ce que je cherche à t'expliquer, c'est que déjà à la base, on va avoir un texte qui sera plus ou moins gros en fonction du bouton. Et ensuite, on aura effectivement un padding qui va évoluer aussi, enfin lui aussi, quoi. D'accord? Donc pas forcément, c'est pas forcément que le padding qui va changer, c'est aussi la taille du texte. Donc à ce niveau-là, pour un bouton small, on va utiliser le text caption qu'on a déjà mis en place en configuration de Tailwind, hein, juste pour se rafraîchir un peu la mémoire. Je crois que c'était même à la fin. Ouais, ici. Voilà, le caption 3 en fait correspond à 16 pixels, il a une définition de lineate, etc. Donc nous on va aller chercher en fait cette information là. D'accord? Donc en renseignant text caption 3, on va renseigner toutes ces classes qui ont été définies ici. Donc on va avoir aussi un font medium, parce qu'en fait on a vu que tous les boutons avaient au moins un texte en font width de 500, donc pour nous font medium. On va retrouver ces informations ici, à la différence que là, ça va être un bouton qui va être légèrement plus gros, donc on va utiliser un caption plutôt de type 2, pardon, et ici un caption de type 1, sachant que pour nous le 1 c'est le plus grand et que le 4 c'est le plus petit, d'accord, ça monte dans ce sens-là. Donc à partir d'ici, on est pas mal. Ce qu'on va vouloir faire, c'est définir en fait une information de padding en fait. Donc à la fois on va travailler sur le padding des X et sur le padding des Y, pour la simple et bonne raison qu'on l'a vu tout à l'heure là ici en survolant. Si je survole, j'ai 12 sur les côtés et j'ai 11 sur le dessus. Donc moi je veux respecter ce qui a été défini dans la maquette, j'ai un tout petit peu moins à chaque fois sur le haut que sur le côté. D'accord ? Donc on va prendre en compte cette information-là. Étant donné que là on est vraiment sur quelque chose de très précis, on va justement pouvoir renommer le padding à la volée. Donc ça je te l'ai montré déjà dans une des vidéos précédentes. On va regarder la documentation à ce niveau-là. On a beaucoup de padding. D'accord, on a la possibilité de jouer sur tout le padding, juste sur les côtés, juste sur le haut. On peut faire aussi sur le côté, comment dire, voilà, en bas, juste à gauche, juste à droite. Voilà, tout est défini ici. C'est très très facile à utiliser à ce niveau-là. Mais nous, on va aller chercher donc plus loin. Donc je t'encourage à regarder la doc hein, si c'est des choses qui sont étrangères pour toi. Encore une fois, je te rappelle que j'ai fait une formation vraiment complète sur ça, donc je pense que si tu la suis, tu vas gagner en level pour nous rejoindre sur cette formation toujours. Donc on voit qu'on peut configurer les paddings. Franchement, configurer les paddings, moi je le conseille pas, parce que là tu commences à toucher à un truc qui normalement est plus ou moins bien établi, c'est standard. Parfois, tu vois, ici, on passe par exemple, tu vois, je vais reprendre le début, tu vois. Ici, on est sur un... Bon, c'est padding 0, ça.
Voilà, là on a les paddings en 0,5, donc on voit qu'on passe à 2 pixels, après on passe à 4 pixels, donc déjà on voit qu'on n'a pas 3. Voilà, donc si toi tu veux du 3 pixels, bon bah là t'as un petit problème, tu vois, t'es pas capable de le faire. Alors soit tu triches, parce que franchement des fois ça se voit pas et tu peux le faire, soit tu veux vraiment être au pixel perfect et tu fais ce qu'on va faire nous. D'accord? Donc globalement, voilà, c'est ça, soit tu respectes ça, mais je conseille pas là par contre de rentrer dans une config, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, on va pas nécessairement configurer quelque chose, mais par contre, on va faire ce qu'on appelle une valeur arbitraire. Donc on va donner en fait une valeur avec précision. Ça, je répète que c'est quand même, faut prendre en compte le fait que c'est pas une bonne pratique de le faire dans certains contextes. Par contre, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser, ça existe et donc on va le faire. Mais dans certains contextes, il ne faut pas le faire parce que si tu le fais dans un contexte qui est différent d'une autre, tu risques de créer des grosses incohérences au niveau du design. Or là, nous, notre objectif, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait une cohérence par rapport à la maquette au pixel perfect. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va prendre l'information ici, on voit qu'on a 12 sur les côtés et 11 sur le dessus, pour une valeur de small. D'accord? Donc pour la valeur de small, ici, on a dit qu'on avait px, et donc on l'écrit comme ça, la valeur arbitraire, 12 sur les côtés. Attends, j'ai un doute. Je sais pas si je l'ai bien... Non, je l'ai pas bien pris en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, j'ai pris le... Il me semblait, j'ai pris le bloc là, ici, tu vois, qui a déjà un peu de padding. Donc non, moi c'est la typo. Donc c'est plutôt 14 sur les côtés et 11 sur le dessus. D'accord? Donc ici, on est plutôt sur du 14. Je vais juste finir mon accolade. La valeur arbitraire te permet de faire ça. Ah d'accord. Je me suis gouré dans ma touche. Alors, PY, et donc là on a dit qu'on était sur du 12 pixels. Donc la valeur arbitraire te permet de faire ça. Elle te permet d'être très précis sur ce que tu veux à un instant T. Mais évidemment là c'est quelque chose qu'on est en train de mettre, si tu veux, dans un design system. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Tu vois, c'est quelque chose qu'on va pas propager. On va pas, par exemple, demander au développeur, à chaque fois qu'il met un bouton, de définir cette information, sinon on aurait toujours des paddings différents. Donc là, on le met de manière arbitraire, mais attention, on le met dans un composant qui est un design system qui va être utilisé de manière récurrente et qui sera toujours, du coup, la même valeur, parce que là, nous, on va simplement définir si c'est small ou pas. Donc il n'y a aucune chance pour qu'on ait des valeurs qui soient différentes de bouton à bouton. D'accord ? Donc ici, on va partir sur ça. Ensuite, on va le déclencher pour le médium. Le médium, c'est 18 sur les côtés et 15 sur le haut. Donc on va faire 18 et 15. Bon là, je me réfère à ce que j'ai préparé pour la formation, parce que du coup, l'idée c'est qu'on gagne un peu du temps sur des choses comme ça. Mais tu as compris comment on travaille, comment on récupère les informations, et surtout comment on les informe de manière arbitraire ici, c'est ça qui est intéressant. Donc ici on a 22 et 18 pixels. Donc déjà, à ce stade, on est capable en fait de définir en fait une taille pour ton bouton. Donc si on définit maintenant toute une série, par exemple ici, on va le rentrer à ce niveau-là, on va rentrer size égale small, d'accord? Si on redéfinit tiens, un nouveau bloc, on peut refaire ça. On peut faire ça en fait simplement. Ici, on va supprimer du coup ces valeurs-là. Puisque si on ne déclare pas la valeur size, elle est automatiquement assignée à medium, c'est ça. Et donc du coup, à ce niveau-là, par contre, on va passer en large. Du coup, on aura une ligne de small, une ligne de medium et une ligne de large, et ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur le projet. D'accord? Donc là, on voit... alors attends, j'ai eu un problème avec mon... J'ai un problème avec mon padding. Est-ce que j'aurais pas fait une petite bêtise? Oui, la bêtise elle est là, c'est qu'en fait j'ai pas défini, ici, je me suis trompé, j'ai pas défini size style. Donc c'est normal en fait, tout ce que je viens de renseigner à ce niveau-là n'était pas injecté dans la classe, donc forcément je pouvais pas avoir le thème qui s'appliquait quoi. Donc voilà, on arrive à ce résultat et déjà on peut voir qu'on a nos boutons avec la déclinaison des variantes et la déclinaison des couleurs.
Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!